Alors, nous revoilà dans la voiture. Bon, on va résumer la situation. Octobre 1940, Hergé commence son boulot comme rédacteur du Soir Jeunesse, un supplément détachable du journal Le Soir. Hergé en profite aussi pour relancer les aventures de Tintin avec une nouvelle 9e histoire ayant pour trame de fond des trafiquants d'opium et un vieux loup de mer alcoolique. Jusque-là, on est bon. Au fil des mois, la publication du Soir Jeunesse devient de plus en plus chaotique. Le papier étant réquisitionné par l'armée allemande, le Soir Jeunesse doit réduire son nombre de pages. Il disparaît une première fois en mai 1941, les aventures de Tintin paraissent alors directement dans le journal Le Soir, puis le Soir Jeunesse est relancé en juin 1941. Mais en format réduit. On manque toujours de papier. On continue bien pépère les aventures de Tintin et du Capitaine Haddock, mais pénurie de papier encore et toujours, ça loupe pas, le Soir Jeunesse disparaît une nouvelle fois en septembre 1941. Bref, voilà où on en est. C'est interminable. Mais bon, Hergé, on commence à le connaître, et clairement, il est pas prêt de lâcher l'affaire. Alors maintenant, je vais être honnête, je vous ai un peu flousé. Car en réalité, ce problème lié à l'abandon du Soir Jeunesse, ça va être réglé en 30 secondes. Parce qu'au final, la solution, elle est toute simple. Tant pis pour le supplément jeunesse, Hergé et Raymond de Becker vont faire la même chose qu'en mai 1941, et à partir du 23 septembre, Tintin aura droit à son petit bout de page directement imprimé dans le journal Le Soir. Voilà, problème réglé. Alors oui, mais non. En passant du Soir Jeunesse au journal Le Soir, Hergé se retrouve face à un nouveau défi, celui du rythme de parution. Depuis le début de son existence, que ce soit dans le Petit 20e ou le Soir Jeunesse, Tintin était publié au rythme de 2 planches par semaine. Mais là, on parle du journal Le Soir, un journal quotidien. Et en plus, on est en pleine pénurie de papier. Ce qui fait que la place allouée pour Tintin dans le journal est très réduite. Et ce sont pour toutes ces raisons qu'à partir du 23 septembre 1941, Tintin paraîtra dans le journal Le Soir à un rythme de 1 strip par jour. Combien ? Alors, un strip, pour la faire courte, c'est une bande de cases. Tenez, on va faire un comparatif. Ça, c'est une planche publiée dans le Soir Jeunesse, et ça, c'est un strip publié dans le journal Le Soir. Est-ce que vous vous rendez compte l'enfer absolu que ça représente de passer de 2 planches par semaine à 1 bande par jour pour raconter une histoire comme Tintin ? C'est impossible. Et pourtant, Hergé va trouver la solution à ce changement radical dans son rythme de production. Plutôt que de développer de courtes scènes étalées sur 2 planches comme il l'a toujours fait, le dessinateur va les condenser en une seule bande. Et c'est pourquoi, à partir du 23 septembre 1941, cette 9e aventure de Tintin va accélérer d'un coup. Ok, vous êtes prêts ? C'est parti. Toujours barricadés dans leur cave à vin, Tintin et le Capitaine Haddock respirent les vapeurs de l'alcool et finissent complètement déchirés en pataugeant dans le pinard. Un des loupards confisque une bouteille au capitaine,
tu viens de commettre une erreur monumentale. Et pendant que le capitaine Haddock met la raclée du siècle à Alan et ses potes, les Dupont rencontrent Omar Ben Salad pour l'interroger de manière pas du tout subtile sur cette histoire de trafic d'opium. Un de nos amis vous soupçonne de vous livrer au trafic de stupéfiants. Est-ce exact, monsieur Salade ? Monsieur Salade. J'ai faim. Bref, fin du temps calme, le capitaine déboule en furie, suivi par Tintin et Milou. Monsieur Salade se révèle comme étant le chef des trafiquants, il se bouffe un lustre, Tintin retrouve sur son corps un bijou en forme de pince de crabe en or. Ah, mais c'est pour ça que ça s'appelle le crabe aux pinces d'or. La bande de Monsieur Salade est arrêtée, Alan se tire en bateau, Tintin le poursuit avec les Dupont, Hergé nous ressort encore une fois la blague des deux flics qui se boitent et sont laissés en arrière. Il faut vraiment reparler des méthodes d'entraînement dans la police de la sûreté. Et pour varier les ambiances, on repart sur la flotte avec une course-poursuite en bateau. Ok, let's go. Non mais il est increvable ce mec. Finalement, tout est bien qui finit bien, Alan est arrêté, on retrouve aussi l'inspecteur Bunji Kuraki, qui, pour rappel, s'était fait capturer par les loupards au début de l'histoire, et cette 9e aventure de Tintin s'achève sur ce bon vieux capitaine Haddock, désormais définitivement sobre, qui fait un malaise en plein discours contre les ravages de l'alcool. Allô, ici Tintin, pourriez-vous me donner des nouvelles du capitaine Haddock ? Oh, rien de grave, il s'est trouvé mal tout juste après avoir bu un verre d'eau. Et c'est là, après toutes ces années passées à rouspéter et à trépigner, qu'Hergé offre enfin un vrai compagnon à Tintin. En réalité, ça fait un moment qu'Hergé songe à créer le capitaine Haddock. Bien que le personnage n'ait pas de modèle d'inspiration défini, le dessinateur avait déjà noté le nom Haddock dans un de ses carnets en 1937. Et en 1939, Hergé avait aussi consigné une note lue dans le XXe siècle qui racontait justement l'histoire d'un capitaine de bateau aquaphobe et qui passait ses journées à boire du whisky pour tenir le coup. Et encore une anecdote, le haddock, c'est aussi bien évidemment un plat à base d'égletin fumé dont Georges Remy et sa femme Germaine étaient très friands. Voilà. Cette nouvelle 9e aventure s'achève donc le 18 octobre 1941. Sans perdre de temps, Casterman publie dans la foulée l'album de cette histoire. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes quand Hergé se met à avoir quelques hésitations sur le titre même de cette aventure. Si le crabe aux pinces d'or apparaissait au départ comme un bon titre, Hergé se ravise finalement et préfère l'appeler Le Crabe Rouge, afin d'insérer cet album dans une forme de continuité avec ses précédentes aventures, en les liant par la couleur avec le Lotus Bleu et l'Île Noire. Ok, on rappelle Casterman. Urgence oblige, Hergé a à peine eu le temps d'envisager de changer de titre que déjà sont imprimés les 4e de couverture avec le titre Le Crabe aux pinces d'or. Bon ben... tant pis. Que d'aventure. Comme d'habitude, la sortie de l'album est un succès, et je dirais même plus,
un succès largement supérieur à celui des précédentes aventures de Tintin. Le tirage élevé du soir fait exploser la visibilité des travaux d'Hergé, et ce, à tel point qu'à partir de décembre 1941, ce sont toutes les aventures du jeune reporter qui doivent être réimprimées par Casterman pour satisfaire cette nouvelle demande. En fait, pour l'anecdote, la demande est tellement élevée que Casterman n'arrive même plus à suivre la cadence. Et là encore, le contexte de l'époque a une grande part de responsabilité. La pénurie de papier avait déjà été source de complications pour la publication des aventures de Tintin dans les pages du soir. Mais, à partir de décembre 1941, cette pénurie implique également une perte de profit beaucoup trop élevée pour Hergé et Casterman, ce qui amènera Hergé lui-même à se rapprocher de l'Office central du papier et des autorités allemandes pour demander un supplément de papier. Et ainsi s'achève la première aventure de Tintin, Milou et Haddock. La première aventure écrite uniquement en reprenant des éléments de l'univers de Tintin et en oubliant l'actualité. Et ça a très bien marché. Alors, je suis désolé d'insister sur ce point, mais il faut bien comprendre que le Crabe aux pinces d'or prouve l'évolution d'Hergé dans le domaine de l'écriture scénaristique. En s'émancipant de toute référence à l'actualité, excepté cette petite histoire de fausse monnaie au début de l'intrigue, le dessinateur a pu puiser directement dans les précédentes aventures de Tintin et proposer un scénario aux premiers abords très classique, avec l'histoire des trafiquants d'opium, avant de lentement s'orienter vers une quête de rédemption avec le personnage du Capitaine Haddock. Bah oui, parce qu'en définitive, le vrai méchant de cette histoire, c'est pas les trafiquants d'opium, c'est l'alcoolisme. Grâce au Capitaine Haddock, Hergé peut enfin faire ce qu'il ne pouvait pas avec Tintin. Écrire un personnage réaliste, avec ses qualités et ses défauts. Parce que c'est ça le problème avec Tintin. Il est figé. Alors attention, Tintin est un personnage incroyable. Il est courageux, intelligent, il n'hésite pas à se mettre en danger et se bat toujours pour ses amis. En bref, si l'on oublie les premiers albums qui en étaient encore au stade de l'expérimentation, Tintin est vite devenu un personnage virtuellement parfait. Et c'est ça le problème. L'univers de Tintin a lentement pris la direction du réalisme, à un point tel que Tintin lui-même commence à faire tâche au milieu de ça. Tintin n'a pas de défaut, il n'a pas d'origine, il n'a même pas de nom de famille. Et puis bon, reporter, on les attend toujours ces articles. A l'inverse, Haddock est un personnage plus profond, tantôt touchant, tantôt violent, mais même cette violence est largement justifiée par son addiction à l'alcool, qui dans cet album est présentée de manière très négative. Et plus les tribulations s'enchaînent, et plus cette addiction devient aussi une nouvelle aventure pour Tintin, qui doit d'un côté affronter les trafiquants d'opium, et de l'autre aider le Capitaine Haddock à vaincre son addiction. Et vous l'aurez remarqué, encore un point pour Tintin, dès le début, il va aider Haddock, et il ne va pas le lâcher de toute l'aventure. Malgré tout le bazar qu'Haddock va provoquer, Tintin sera toujours là pour l'aider à se relever. Ça, c'est un vrai héros. Cette lutte ininterrompue contre l'alcoolisme finira d'ailleurs par atteindre son point culminant durant le passage de la cave à vin, où Tintin va lui-même finir complètement saoul après avoir respiré les vapeurs de l'alcool. Alors désolé pour l'analyse un peu lourdingue,
mais je suis obligé de reparler de ce passage. Le passage de la cave à vin, c'est un gloubi-boulga de thématiques cachées derrière quelques cases. Vous avez Tintin qui a bien dit qu'il ne buvait jamais d'alcool plus tôt et qui finit ici complètement bourré à chanter en rigolant. Le capitaine qui peut enfin se lâcher dans l'alcool avant d'ironiquement sauver la situation grâce à l'adrénaline apportée par ce même alcool. Et surtout, vous avez Tintin et Haddock qui, pour la première fois, ont un réel moment de complicité à cause de l'alcool justement. Pour synthétiser, la relation Tintin-Haddock a été marquée par une montée des tensions à cause de l'alcool. Et ironiquement, c'est ce même alcool qui va les rapprocher pendant quelques cases et marquer le début de leur amitié. Ça, c'est de l'écriture. En fait, il est important de souligner à quel point cette aventure pullule de sous-entendus liés à cette lutte contre l'addiction à l'alcool. La surreprésentation de bouteilles et de verres durant tout l'album, les hallucinations du capitaine dans le désert, le rêve de Tintin, le capitaine qui reconnaît le Caraboujan et se fait arrêter pour tapage dans la rue sous état d'ébriété, le passage de la cave à vin, dont on a déjà parlé, la traversée du Sahara... Pardon, la traversée du pays de la soif. Et d'ailleurs, tant qu'on parle du pays de la soif, ce passage est vraisemblablement la première influence de Jacques Van Melkebeek dans le travail d'Hergé. Alors attention, je préfère dire vraisemblablement, car je n'ai pas trouvé de source validant à 100% cette information. En fait, le segment du pays de la soif, en plus de servir d'épreuve à passer pour nos héros, serait également une référence biblique à l'exode hors d'Égypte des Hébreux mené par Moïse. Et c'est là justement le genre de référence religieuse que l'on peut davantage attribuer à la culture de Jacques Van Melkebeek. Et puis, tant qu'on parle des références, là aussi c'est festival. Pour l'attaque des Bérabères, Hergé s'inspire d'un passage du roman L'Escadron Blanc de Joseph Perret, où des méharistes affrontent des pillards du désert, Bérabères eux aussi. Et pour aller plus loin, le poste militaire d'Afgar de l'album d'Hergé est lui aussi une inspiration de celui du roman appelé Adgar. Voilà, les Bérabères, c'est fait, maintenant le Caraboujan. Pour dessiner le cargo des trafiquants d'opium, Hergé s'inspire d'une photo du Glengarry de Glasgow. Et pour le terme Caraboujan, même s'il n'y a pas de source d'inspiration officielle, nous avons quand même le choix entre deux théories. Soit le nom serait un mélange entre la lagune Karabougaz en mer Caspienne et la République d'Azerbaïdjan, soit il ferait référence au Karabouya, un bonbon alors très répandu en Belgique. Et attendez, c'est pas fini! Le Crabe aux pinces d'or est aussi un album faisant beaucoup référence au cinéma. Le passage où Tintin passe par le hublot de la cabine du capitaine Haddock s'inspire d'une scène du film des Marx Brothers, Une nuit à l'opéra. Et la chanson Les gars de la marine qu'Haddock chante sur les quais de Bagarre provient du film Le capitaine Cradock, sorti en 1931. Haddock, Cradock, encore une théorie. Et pour terminer sur ça, notons également qu'Hergé et sa femme Germaine étaient très fans de ce film et iront même jusqu'à acheter le 78 tours de la fameuse chanson Les gars de la marine. Mais si cette nouvelle 9e aventure a de nombreuses qualités, elle dénote aussi certains défauts. Alors, premier problème, dans le Crabe aux pinces d'or, comme dans le Sceptre d'Ottokar, Hergé nous refait le coup de balancer toutes les explications dans des pavés interminables, avec le retour de l'inspecteur Bunji Kuraki à la toute fin de l'album. Bon,
C'est vrai que les longs pavés de dialogue écrits à l'arrache, c'est relou. Mais en même temps, comment tu veux arriver à écrire un scénario fluide quand le rythme de parution change toutes les semaines? Un autre problème qu'Hergé n'a toujours pas résolu, c'est la vision stéréotypée de l'Orient. Nous avions déjà vu la rupture anticolonialiste qu'avait été le Lotus Bleu, avec une mise en avant de la culture architecturale chinoise et une critique de l'impérialisme, qu'il soit occidental ou japonais. Et pourtant, le Crabe aux pinces d'or semble partir en sens inverse, avec cet Orient fantasmé, désertique, où de courageux Européens comme le lieutenant Delcourt s'opposent à une population arabe montrée comme violente et fanatique. Et oui, on le répète encore une fois, mais cette vision stéréotypée de l'Orient est principalement due à la mentalité de l'époque et à la vision que les cultures occidentales se faisaient du monde arabe. Mais ce que l'on retiendra surtout de toute cette histoire, c'est que malgré la galère monumentale qu'a été cette année 1941, Hergé a réussi à faire face à toutes les difficultés rencontrées et même à ajouter de nouveaux éléments à son récit. Et surtout, avec l'arrivée du capitaine Haddock, Hergé ne s'en rend pas forcément compte, mais il vient de complètement remodeler les codes de l'univers de Tintin. Et c'est que le début. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du Crabe aux pinces d'or ? Le Crabe aux pinces d'or marque un revirement complet dans la manière d'écrire d'Hergé. Comme nous l'avons vu tout au long de cet épisode, la publication de cette aventure a été semée d'embûches à cause des aléas de la guerre. Et justement, c'est là que c'est génial. Toutes ces difficultés ont permis à Hergé d'innover encore plus dans son écriture. En ignorant l'actualité, Hergé a été obligé de puiser dans son propre univers, faisant du Crabe aux pinces d'or la première véritable aventure de Tintin se déroulant à 100% dans l'univers de Tintin, avec très peu de références au monde réel. Et d'une, vient ensuite le calvaire des réductions d'espace. Passer de 2 planches hebdomadaires à seulement quelques cases journalières a poussé Hergé à intensifier le dynamisme de son histoire, pour garder le lecteur en haleine. Ce qui nous donne une histoire dont l'action accélère au fil des pages, et aussi à forcer Hergé à anticiper les tribulations de Tintin et à passer plus de temps sur son travail préparatoire. Et de 2. Et enfin, l'apothéose, l'arrivée du capitaine Haddock. Enfin il est là. Sapristi, on l'attendait tous, sacrebleu. Le capitaine Haddock marque une évolution fondamentale dans la manière d'Hergé pour écrire ses personnages. On abandonne le manichéisme et enfin on développe un personnage en perte de repères. Un personnage avec un passé, avec des défauts, avec des problèmes. Et surtout, un personnage très expressif. Comme les précédentes aventures de Tintin, le Crabe aux pinces d'or a eu droit à sa version colorisée publiée chez Casterman en 1943. Il fait partie des premiers albums à être publiés aux États-Unis à la fin des années 50, une publication qui subira une légère censure impliquant quelques retouches, comme le changement de couleur des personnages à la peau noire, et aussi une lourde polémique sur la représentation de l'alcool dans cette aventure. Et malheureusement, nous reparlerons de cette anecdote dans un prochain épisode, car c'est une galère sans nom. Et avant de terminer avec les adaptations,
Une dernière petite anecdote, c'est dans cet album que se trouve une case qu'Hergé juge comme un de ses 2 meilleurs dessins, la fuite des nomades face au capitaine Haddock, où l'on a un enchaînement de mouvements avec un homme allongé au premier plan, un deuxième qui se redresse plus loin, et d'autres qui s'enfuient en arrière-plan. Pour paraphraser Hergé lui-même, cela pourrait être le même bonhomme, à des moments successifs, qui est couché, qui se relève doucement, qui hésite et qui s'enfuit. C'est en somme, si vous voulez, un raccourci d'espace et de temps. Voilà, maintenant, les adaptations. Grosse nouveauté, Le Crabe aux pinces d'or sera le tout premier album de Tintin adapté sur grand écran. En 1947, Claude Mison réalise un film mettant en scène des marionnettes de chiffon partiellement animées et basées sur Le Crabe aux pinces d'or. Ça, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est un grand must. On regarde. On regarde. Un extrait. Oh, formidable. Vite. Laissez-moi tranquille. Tu es entêté. Alors, voilà pour toi. Voilà. Un véritable chef-d'œuvre, faut le dire. Absolument, c'est une scène quasiment mythique. Hein, Non, c'est un film qui n'a pas pris une ride. Mais malgré un certain succès auprès du jeune public, le film passera aux oubliettes suite à la faillite du producteur en 1948. Par la suite, Le Crabe aux pinces d'or sera adapté au début des années 60 par la série Bellevision, Les aventures de Tintin d'après Hergé. Surtout, retenez bien le d'après Hergé. Bien évidemment, cette série animée est connue pour ses nombreuses difficultés liées aux nombreux changements d'équipe, à la mésentente avec la production et à des choix de changements scénaristiques discutables. Et Le Crabe aux pinces d'or en est un très bon exemple. On va pas faire la liste complète, mais on retiendra que dans cette version, l'opium est remplacé par des diamants, le capitaine Haddock ne boit qu'une seule fois de l'alcool, et Tintin pulvérise toute la bande d'Alan en faisant péter une bombe. Je n'ai aperçu la vedette que trop tard, capitaine. Oh, ne vous en faites donc pas, Tintin. C'est de leur faute, mille sabords. D'après Hergé. Et arrive finalement en 2011 Le secret de la licorne, réalisé par Steven Spielberg, dont le scénario mélange 3 albums, Le secret de la licorne bien sûr, Un soupçon de trésor de Rackham le Rouge et un gros morceau du Crabe aux pinces d'or. En gros, le film de Spielberg, c'est surtout un mélange entre Le secret de la licorne comme fil rouge et Le Crabe aux pinces d'or pour introduire le capitaine Haddock. Cette adaptation mélangeant plusieurs albums a eu un certain succès et un accueil plutôt favorable, malgré plusieurs reproches sur l'esthétique photoréaliste des personnages, et plus de 10 ans après, on attend toujours la suite. Mais, vous vous en doutez, on reparlera de ce film dans de futurs épisodes. Et pour terminer sur cette adaptation, nous retiendrons également que le film de Spielberg balance le prénom du capitaine Haddock dès sa première rencontre avec Tintin, alors qu'Hergé prendra bien son temps pour le dévoiler. Et quel prénom, mes amis! Mais avant Spielberg, la série Ellipse était déjà là. L'épisode, en 2 parties toujours, est particulier parce qu'il accomplit l'exploit de garder toutes les tribulations de l'album et en plus d'améliorer sa structure narrative. Déjà, le personnage de Bunji Kuraki est beaucoup plus présent. C'est lui d'ailleurs qui lance l'épisode, ce qui permet de développer le scénario de manière plus fluide
et pas de tout balancer à la fin dans de longs pavés de discussion. Et souvenez-vous, on avait eu un cas similaire dans le Sceptre d'Ottokar avec le twist des jumeaux alambics qui était révélé très tôt dans le dessin animé. Cette différence de dispatch des informations entre la série animée et les albums démontre également le fameux grand défaut que nous avons vu tout à l'heure sur les longs monologues explicatifs qu'Hergé balançait à la fin des premières aventures de Tintin. Et bon, on va pas se le cacher, d'un côté, vous aviez Hergé qui avait un temps de préparation très réduit, et de l'autre, vous avez la série animée qui a eu un temps de production très large, et surtout, tous les albums en support. Le Crabe aux pinces d'or version Ellipse dénote également le principal problème de toute la série animée, l'atténuation des thèmes. Ici, la problématique de l'alcoolisme est réduite. Ce qui peut se comprendre étant donné que la série s'adresse à un public jeune. Mais ces atténuations ont aussi déplu, car elles réduisent l'impact des messages. Notamment, la quête de rédemption du capitaine Haddock qui perd en importance dans le récit. Mais franchement, ça va, c'est pas extrême comme censure. Et pour finir sur ce sujet, il y a personnellement 2 éléments qui m'ont marqué. D'abord, cette réplique. Mais d'où vient-il ce cabot? De Bruxelles, pourquoi? Ce genre de punchline, j'adore. Et ensuite, la fin de l'épisode qui s'achève une nouvelle fois sur une petite séance photo symbolisant parfaitement la nouvelle direction que prendront les aventures de Tintin. Et sans oublier Milou. Nous sommes donc à la mi-octobre 1941. Quel pataquès! Pour de nombreux analystes comme Benoît Peters, le Crabe aux pinces d'or marque une sorte de deuxième naissance de Tintin. C'est le retour du reporter à la houppette après la fermeture du Petit 20e, c'est l'émergence d'une nouvelle façon d'écrire, c'est l'arrivée du premier vrai compagnon de Tintin, mais surtout, cette histoire a montré la capacité d'Hergé à s'adapter aux contraintes. Que ce soit la censure, le manque de papier, la fermeture du soir jeunesse, et j'en passe, Hergé a réussi à rebondir face à chaque problème et à améliorer son récit. Et pour finir, en plus de tout ce qu'on a vu, dans le Crabe aux pinces d'or, Hergé a réussi l'exploit de transformer une simple histoire de trafic d'opium en une véritable quête de rédemption pour un personnage secondaire qui va lentement devenir un héros emblématique de l'univers de Tintin.